Bonjour à tous, bienvenue de retour sur Histoire Reddit. Celle-ci est incroyable. Genre, vraiment incroyable. Alors imaginez, vous êtes le frère, parfait, toute votre vie, celui qui est sérieux, responsable, qui fait tout comme il faut, qui économise, qui construit une vie stable, qui traite bien les autres. Et qu'est-ce que vous obtenez en retour? Votre famille débarque chez vous et vous dit, bon, ton frère a couché avec ta copine, il l'a mise enceinte, et on s'est dit, peut-être que tu pourrais payer pour tout ça? Non. T'es égoïste. Non, je ne plaisante même pas. Et le meilleur dans tout ça? Quand il dit non, parce que évidemment qu'il dit non, tout à coup, c'est lui le méchant de l'histoire. Le type qui n'a absolument rien fait de mal devient le monstre du groupe WhatsApp familial. Le culot est tout simplement hallucinant. Franchement, je suis resté bouche bée en lisant ça. Alors prenez vos snacks, installez-vous confortablement, parce que cette histoire est une véritable masterclass en dysfonctionnement familial. On s'y plonge. Mon frère a mis ma petite amie enceinte, puis toute ma famille a exigé que je leur cède mon héritage pour les soutenir. J'ai refusé, et je les ai regardés tous s'effondrer. J'ai 28 ans, je suis un homme, expert comptable certifié travaillant dans un cabinet de taille moyenne à Denver. Ce n'est pas le travail le plus passionnant. J'analyse des états financiers, je prépare des déclarations fiscales, j'explique aux clients pourquoi ils ne peuvent pas déduire leurs vacances comme dépenses professionnelles. Mais ça paie bien et ça me donne de la stabilité. Je possède une petite maison en rangée que j'ai achetée il y a 3 ans, je conduis un Honda CR-V fiable entièrement payé, et je vis selon mes moyens. Mes parents nous ont élevés, moi et mon frère cadet Kevin, 25 ans, à être responsables avec l'argent, même si clairement un seul d'entre nous a retenu la leçon. Kevin a toujours été l'enfant préféré. Charismatique, extraverti, le genre de gars capable de se sortir de n'importe quelle situation en parlant. En grandissant, il était la star de l'équipe de football, tandis que moi je restais tard à la bibliothèque. Papa et maman n'ont jamais montré de favoritisme ouvertement, mais il y avait cette compréhension implicite que Kevin était spécial, et moi, j'étais fiable. Le sérieux. Le ennuyeux. Devine lequel de nous deux est le plus utile en cas de crise familiale? Pas le ennuyeux. Les erreurs de Kevin devenaient toujours des leçons de vie, tandis que mes moindres imperfections étaient vues comme des défauts de caractère à corriger. Voilà la dynamique. Mes grands-parents du côté de ma mère sont décédés il y a 2 ans, à 6 mois d'intervalle. Mon grand-père a fait une crise cardiaque massive, et ma grand-mère a simplement semblé abandonner après ça. Ils avaient été mariés pendant 58 ans. Leur maison et leurs économies s'élevaient à environ 340 000 $. Répartis équitablement, nous avons chacun reçu 170 000 $. Mes grands-parents avaient vécu la Grande Dépression. Mon grand-père avait servi en Corée, puis travaillé dans la même usine pendant 43 ans. Cet argent représentait tous les sacrifices qu'ils avaient faits. Ils ont laissé une lettre expliquant que cet héritage devait être une base pour notre avenir. Acheter une maison, lancer une entreprise, investir dans notre futur. Ne pas le gaspiller en choses futiles, avait écrit mon grand-père. Cela représente tous les sacrifices que nous avons faits pour que vous ayez une vie meilleure que la nôtre. J'ai pris ça très au sérieux. J'ai remboursé immédiatement mes 45 000 $ de prêts étudiants. J'ai investi 80 000 $ dans des fonds indiciels et des obligations. J'ai gardé 40 000 $ comme fonds d'urgence. Et j'ai utilisé les 5 000 $ restants pour les dernières rénovations de ma maison. Ennuyeux. Responsable. Exactement ce qu'il voulait. Kevin? Il a dépensé la totalité de sa part en 14 mois. D'abord le pick-up, un Ford F-150 flambant neuf avec toutes les options, environ 65 000 $. Puis des voyages à Vegas, des vêtements de marque, des dîners coûteux où il payait pour tout le monde. Il a même acheté un jet ski qu'il n'a utilisé que 2 fois avant de le revendre à perte. Quand je lui ai demandé pourquoi il dépensait autant, il haussait les épaules et disait « On ne vit qu'une fois, mec. Papy et mamie voudraient que je profite de la vie. » Je suis presque sûr qu'il voulait exactement l'inverse, mais Kevin a toujours été très doué pour réécrire la réalité. Au 15e mois, Kevin empruntait de l'argent à nos parents. Au 16e mois, il était de retour chez eux. Le pick-up a été saisi vers le 18e mois. Et dans son esprit, rien de tout cela n'était de sa faute. Juste de la malchance, quelques erreurs, de mauvais conseils. Puis il y a ma petite amie, enfin, mon ex maintenant, Isabelle, 26 ans. Nous étions ensemble depuis 3 ans, et vivions ensemble depuis 1 an et demi. Je l'ai rencontrée au mariage d'un ami, où elle était demoiselle d'honneur et moi témoin. Situation classique, mais ça a fonctionné. Elle a attrapé le bouquet, j'ai attrapé la jarretière, et on nous a poussés ensemble pour cette photo gênante censée être mignonne. On a fini par discuter pendant 3 heures à la réception, on a échangé nos numéros, et 4 jours plus tard, on avait notre premier rendez-vous. Elle était amusante, spontanée, tout ce que je n'étais pas. Là où je passais mes vendredis soirs à organiser mes documents fiscaux, elle voulait essayer un nouveau restaurant en centre-ville ou aller à un concert. Je pensais qu'on se complétait. Elle m'aidait à me détendre et à profiter de la vie. Moi, je l'aidais à être plus posé et responsable. Le classique, les opposés s'attirent, jusqu'à ce que ça ne fonctionne plus.
Isabelle travaillait comme hygiéniste dentaire dans un cabinet de l'autre côté de la ville, gagnant environ 52 000 $ par an. Un salaire correct, mais elle avait cette habitude de vivre comme si elle en gagnait 60 000. Toujours le dernier téléphone, un abonnement à une salle de sport coûteuse qu'elle utilisait à peine, des box d'abonnement pour du maquillage et des vêtements, et des snacks bio. Rien que le crédit de sa voiture lui coûtait 480 $ par mois pour une Nissan Altima, financée à un taux d'intérêt catastrophique parce que son crédit n'était pas bon. J'ai payé sa part du loyer plusieurs fois quand elle était entre deux salaires. Ses mots, pas les miens. En réalité, cela signifiait qu'elle dépensait son salaire avant même que le prochain loyer soit dû, et qu'elle avait besoin que je l'avance jusqu'au vendredi suivant. Au début, c'était exceptionnel. Puis occasionnel. Puis suffisamment fréquent pour que je l'intègre dans mon budget mensuel comme une dépense prévue. Elle promettait de me rembourser. Parfois, elle le faisait. Mais la plupart du temps, la dette s'accumulait dans une sorte d'addition silencieuse que je gardais dans ma tête. Nous avions des discussions sur le budget, où elle hochait la tête en signe d'accord, puis allait immédiatement dépenser 200 $ en vêtements chez Target parce qu'ils étaient en promotion. La gymnastique mentale était impressionnante. Économiser 30% sur quelque chose dont on n'a pas besoin, ce n'est pas économiser de l'argent, c'est en dépenser. Mais essayer d'expliquer ça à quelqu'un qui ne veut pas l'entendre. Avec le recul, je vois tous les signaux d'alerte que j'ai ignorés. La façon dont elle devenait sur la défensive quand je suggérais de suivre nos dépenses ou de fixer des objectifs financiers. La façon dont elle faisait des remarques sur le fait que j'étais trop sérieux avec l'argent, comme si vouloir prendre sa retraite un jour était un défaut de personnalité. La façon dont elle se plaignait que Kevin savait s'amuser alors que moi, j'étais toujours inquiet pour l'avenir. Elle disait des choses comme « Ton frère sait profiter de l'instant présent » ou « Kevin ne stresse pas pour chaque petit détail comme toi ». J'aurais dû voir où menait cette admiration, mais j'étais amoureux, optimiste, convaincu qu'on pouvait surmonter nos différences. Une erreur classique. La révélation est arrivée un mardi quelconque de mars. J'avais quitté le travail plus tôt parce que j'avais un rendez-vous chez le dentiste à 15 h qui a été annulé. Ils ont appelé vers midi pour dire que leur équipement ne fonctionnait pas et qu'ils devaient reprogrammer. Alors je me suis dit que j'allais faire une surprise à Isabelle avec des plats à emporter de son restaurant thaï préféré. J'ai pris des rouleaux de printemps, un pad thaï au poulet, des nouilles, drinken, au tofu, tout le menu. J'ai dépensé environ 40 $ en essayant d'être spontané et romantique. J'étais content de moi, d'être le petit ami fun pour une fois. Je suis entré dans notre maison vers 14 h 30 et j'ai immédiatement senti que quelque chose n'allait pas. La voiture d'Isabelle était dans l'allée, ce qui était étrange puisqu'elle était censée travailler jusqu'à 17 h. La porte d'entrée n'était pas verrouillée, ce qu'on ne faisait jamais en journée. Puis je l'ai entendu. Des bruits venant de l'étage qu'aucun homme ne veut entendre dans sa propre chambre. Des grincements rythmés. Des voix. Les sons immistacables de deux personnes qui pensaient être seules. Je suis resté dans le couloir pendant probablement 30 secondes, la nourriture thaï refroidissant dans mes mains, mon cerveau essayant de comprendre ce qui se passait. Une partie de moi voulait faire demi-tour et partir, prétendre que je n'étais jamais rentré plus tôt, préserver l'illusion de ma relation encore quelques heures. Mais j'avais passé 3 ans avec cette femme, payé pour une partie de sa vie, et je méritais de connaître la vérité. J'ai monté ces escaliers comme si je marchais vers ma propre exécution. Chaque marche était plus lourde que la précédente. Mon cœur battait à tout rompre, mais mes mains étaient stables. Cet état étrange où vous êtes conscient de tout, mais où rien ne semble réel. J'ai ouvert la porte de la chambre et j'ai trouvé exactement ce à quoi on s'attend. Isabelle et Kevin, essayant tous les deux de se couvrir, leur visage mêlant choc, culpabilité et panique. La chambre que j'avais aménagée. Le lit queen size que j'avais acheté. Les tables de chevet que j'avais montées moi-même. La lampe que j'avais choisie. Mon propre frère et ma petite amie. Dans mon lit. Dans ma maison. Kevin portait encore ses chaussettes. C'est ce détail qui m'est resté, pour une raison quelconque. Pas la trahison, pas la violation, mais le fait que mon frère était tellement pressé de coucher avec ma copine qu'il n'avait même pas pris le temps d'enlever ses chaussettes. Kevin a essayé de parler en premier. « Mec, je peux t'expliquer. » J'ai levé la main. Je n'ai rien dit. La nourriture thaï était toujours dans mon autre main, de plus en plus lourde. Je suis allé calmement jusqu'à la commode, j'ai posé la nourriture, je me suis retourné et je suis redescendu. J'ai pris mon ordinateur portable dans le bureau, mes documents importants dans le classeur, passeport, acte de naissance, carte de sécurité sociale, titre de propriété de ma voiture, j'ai pris mon chargeur dans le salon, et j'ai laissé tout le reste. Toute la scène a duré peut-être 5 minutes. Je n'ai pas crié, je n'ai rien jeté, je ne leur ai pas donné la confrontation dramatique qu'ils attendaient probablement. J'ai simplement récupéré méthodiquement ce qui comptait et je suis sorti par la porte d'entrée. Je suis monté dans ma voiture, j'ai reculé dans l'allée et je suis parti pendant qu'ils étaient encore à l'étage, probablement en train d'essayer de comprendre ce qui venait de se passer. J'ai conduit jusqu'à un hôtel de séjour prolongé près de mon bureau et j'ai réservé une chambre pour une semaine. Le réceptionniste a probablement compris que quelque chose n'allait pas. J'étais en tenue de travail, avec un ordinateur portable et un dossier de documents, et rien d'autre. Mais il est resté professionnel, sans poser de questions.
Il m'a simplement donné une clé et indiqué le parking. Puis je me suis assis sur le lit impersonnel de l'hôtel et j'ai fixé le mur pendant environ 1 heure, essayant de digérer ce que je venais de voir. Les murs beiges. La couverture en polyester. Le tableau de paysage probablement présent dans des milliers de chambres identiques à travers le pays. Tout était conçu pour être neutre et oubliable. Le cadre parfait pour la fin d'une relation. Mon téléphone a commencé à exploser vers 16 heures. Isabelle d'abord, puis Kevin, puis ma mère. Je les ai tous ignorés. J'ai éteint mon téléphone complètement et je suis resté dans cette chambre d'hôtel, dans un silence total, à ne rien ressentir et tout ressentir à la fois. Le choc était comme une anesthésie. Je savais que je devrais ressentir quelque chose, mais il n'y avait qu'un engourdissement froid qui se répandait dans ma poitrine. Le lendemain matin, je suis allé travailler comme d'habitude. J'ai mis la chemise de rechange que je garde dans ma voiture pour les urgences, j'ai arrangé mes cheveux avec les doigts, je suis arrivé au bureau à 8 heures précises. J'ai dit à mon patron que je traversais une situation personnelle et que j'aurais peut-être besoin de flexibilité dans les semaines à venir. Il a été compréhensif. L'un des avantages d'être un employé fiable depuis 5 ans, c'est que les gens vous accordent le bénéfice du doute quand vous en avez besoin. Prends tout le temps qu'il te faut, m'a-t-il dit. On va s'en sortir. Pendant ma pause déjeuner, j'ai enfin vérifié mon téléphone. 47 appels manqués. 83 messages. L'évolution était fascinante d'un point de vue psychologique, comme regarder quelqu'un traverser les étapes du deuil, mais à l'envers. Les messages d'Isabelle ont commencé par la panique. S'il te plaît, rappelle-moi. On doit parler. Je suis tellement désolé que tu aies vu ça. Puis sont venues les justifications. Tu as été tellement distant ces derniers temps. J'avais besoin de quelqu'un qui me comprenne. Kevin était là pour moi quand toi tu ne l'étais pas. Tu travailles tout le temps et tu ne fais jamais attention à moi. Puis la colère. Tu ne peux pas simplement m'abandonner comme ça. Je n'ai nulle part où aller. Tu es incroyablement égoïste. Et au moins la décence de répondre à ton téléphone. Les messages de Kevin étaient plus simples. Frérot, j'ai merdé. On peut en parler? Je sais que tu es en colère. Mais m'ignorer comme ça, ce n'est pas cool. Puis plus rien après le 6e message. Au moins, il avait assez de bon sens pour savoir quand se taire. Les messages de ma mère étaient les plus intéressants. Ton frère m'a appelé, il est très bouleversé. Que s'est-il passé? Dans une famille, on règle les choses ensemble. Rappelle-moi immédiatement. Ce n'est pas ton genre d'ignorer mes appels. Kevin dit que tu es entré, que tu as vu quelque chose, et que tu es parti sans parler. Ce n'est pas comme ça qu'on gère les problèmes dans cette famille. J'ai répondu à ma mère avec exactement 7 mots, Kevin a couché avec Isabelle. C'est fini. Mon téléphone a sonné 30 secondes plus tard. Je n'ai pas répondu. Elle a appelé 6 fois de plus avant de laisser un message que j'ai écouté 3 fois, parce que je n'arrivais pas à croire ce que j'entendais. Mon chéri, je sais que tu es bouleversé. Mais Kevin m'a expliqué ce qui s'est passé. Lui et Isabelle ont développé de vrais sentiments l'un pour l'autre. Ça arrive. Tu ne peux pas simplement rejeter ta famille pour ça. Ils ne voulaient pas te faire du mal. Mais parfois, les gens se connectent de manière inattendue. Rappelle-moi pour qu'on en discute comme des adultes et qu'on trouve comment avancer. Ok, attendez une seconde. Ce message vocal, j'ai dû le réécouter 3 fois pour être sûr de ne pas mal comprendre. Kevin et Isabelle ont développé de vrais sentiments l'un pour l'autre. Ça arrive. Ça arrive. Madame. Madame. Votre fils cadet se faufile en cachette avec la copine de votre fils aîné. Dans sa maison. Dans son lit. Probablement depuis des mois. Et votre réaction, votre premier réflexe en tant que mère, c'est d'appeler ça, quoi? Une coïncidence? Comme si les sentiments étaient tombés du ciel par hasard sur votre fils et la copine de son frère? Comme s'ils avaient trébuché par accident dans une trahison. Et ensuite elle dit qu'il ne voulait pas lui faire de mal. Il ne voulait pas. Donc toutes ces fois où Kevin venait, emprunter des outils, toutes ces fois où Isabelle disait qu'elle travaillait tard, toutes ces cachotteries, c'était juste un énorme accident. Personne n'avait d'intention, mais voilà ce qui est vraiment dérangeant. Et il faut que vous entendiez ça clairement. Ce message vocal vous dit tout sur la façon dont cette famille a toujours fonctionné. Les erreurs de Kevin ont toujours été présentées comme des malentendus. Ses échecs ont toujours été adoucis, transformés en expérience d'apprentissage. Cette femme l'a protégé des conséquences toute sa vie. Et elle recommence encore. Sauf que cette fois, la personne blessée n'est pas un inconnu. C'est son autre fils. Et c'est ça qui rend la situation vraiment difficile à regarder. Bref, revenons à l'auteur du post. Ces choses arrivent. Comme si mon frère avait accidentellement trébuché et était tombé dans ma petite amie. Comme si c'était une catastrophe naturelle inévitable, au lieu d'une trahison délibérée qui durait probablement depuis des mois. 2. Vrais sentiments. Comme si cela justifiait quoi que ce soit. Je n'ai pas rappelé. Au cours des jours suivants, j'ai géré les aspects pratiques avec la même approche méthodique que j'utilise pour les déclarations fiscales. J'ai parlé à mon propriétaire pour résilier le bail. Il s'est avéré que je pouvais le faire, avec des pénalités, puisque seul mon nom y figurait. Isabelle n'avait jamais officiellement emménagé du point de vue administratif. Elle vivait là depuis 18 mois,
Mais nous n'avions jamais modifié le bail parce que je craignais exactement ce genre de situation, appelez ça de la paranoïa ou de la prévoyance financière, mais ça m'a évité bien des complications. J'ai donné un préavis de 60 jours, payé une pénalité équivalente à 2 mois de loyer, et commencé à chercher un nouveau logement. Impossible de rester dans un endroit désormais contaminé par leur trahison. J'ai changé tous mes mots de passe, email, banque, service de streaming, tout. J'ai retiré Isabelle de mon forfait téléphonique, ce qui m'a fait économiser $40 par mois. J'ai séparé nos comptes Netflix et Hulu. J'ai appelé la compagnie d'électricité et le fournisseur Internet pour les prévenir de mon déménagement, et qu'elle devrait ouvrir ses propres comptes si elle voulait rester. Le travail administratif d'une rupture est étrangement thérapeutique. C'est concret, défini, quelque chose que l'on peut contrôler quand tout le reste semble chaotique. J'ai engagé des déménageurs pour emballer mes affaires pendant qu'Isabelle était au travail. J'ai planifié ça un mercredi après-midi, sachant qu'elle avait une journée complète de rendez-vous. J'ai laissé tout ce qui était à elle ou que nous avions acheté ensemble, le canapé choisi chez Ashley Furniture, la table basse de Target, les appareils de cuisine que nous avions inscrits sur une liste quand nous parlions de nous marier un jour. Je ne voulais aucun rappel de la vie que je pensais que nous construisions. J'ai trouvé un appartement correct d'une chambre de l'autre côté de la ville, signé un bail d'1 an et emménagé en 2 semaines. Le nouvel endroit était plus petit, mais c'était le mien. Aucun souvenir partagé, aucun fantôme d'une relation qui pourrissait de l'intérieur pendant que j'étais trop aveugle, ou trop optimiste, pour le voir. Mes parents ont commencé à appeler tous les jours. Je répondais parfois, brièvement, sans leur donner prise. Je vais bien. Je gère. J'ai besoin d'espace. Puis je raccrochais avant qu'ils ne commencent leur discours sur la famille et le pardon. Puis est arrivée la tentative d'intervention familiale. 3 semaines après avoir surpris Kevin et Isabelle, mon père s'est présenté sans prévenir à mon nouvel appartement. J'ai ouvert la porte et je les ai trouvés tous les 3 dans le couloir, mon père, ma mère et Kevin, comme une sorte de groupe de soutien improvisé en embuscade. Kevin avait l'air mal à l'aise, ma mère déterminée, mon père fatigué. On doit parler, a dit mon père. Tous ensemble, en famille. J'ai envisagé de leur claquer la porte au nez. L'ancien moi l'aurait probablement fait. Mais j'avais passé 3 semaines à analyser la situation sous tous les angles, et j'étais curieux de voir quelle justification ils allaient inventer. Parfois, il faut entendre l'absurdité à voix haute pour confirmer qu'on n'est pas fou. Très bien. Entrez. Nous nous sommes assis dans mon salon, moi dans mon nouveau fauteuil, que j'avais acheté exprès parce qu'Isabelle détestait ce style, et eux serrés sur le canapé, mal à l'aise. L'appartement était à peine meublé, puisque j'avais tout laissé dans l'ancien logement. Juste le fauteuil, une télévision sur un meuble, et quelques cartons non déballés. Ça ressemblait exactement à ce que c'était, quelqu'un qui recommence à zéro. Ma mère a commencé avec un discours qu'elle avait clairement répété. Mon chéri, nous comprenons que tu sois blessé. Ce que Kevin a fait est mal. J'apprécie que tu le reconnaisses, ai-je répondu, en gardant un ton neutre. Mais c'est ton frère, et maintenant il y a un bébé. Là, je suis resté figé. La pièce a semblé basculer légèrement, comme si le sol s'était incliné. Pardon? Kevin regardait le sol. Ma mère a continué, prenant mon choc comme une permission de poursuivre. Isabelle est enceinte. 8 semaines. Kevin va être père, nous allons être grands-parents. Ça change tout. 8 semaines. Ils couchaient ensemble depuis au moins 2 mois avant que je les surprenne. Probablement plus longtemps. Chaque fois qu'Isabelle disait qu'elle travaillait tard ou sortait avec ses collègues. Chaque fois que Kevin passait pour emprunter des outils, ou prendre un verre. Toutes ces fois où je pensais être paranoïaque en sentant que quelque chose clochait. Félicitations, ai-je dit froidement. Mon père s'est penché en avant, les coudes sur les genoux, dans cette posture qui annonçait son approche, raisonnable entre hommes. Mon fils, Kevin est dans une situation difficile. Il n'a plus d'économie. Étonnant, ai-je marmonné. Mon père a ignoré ma remarque. Le travail d'Isabelle ne paie pas beaucoup, et ils vont avoir besoin d'aide pour démarrer. La famille est de la famille. C'est comme ça qu'on nous a élevés, et c'est ce qu'on fait. J'ai compris où il voulait en venir. Le discours était prévisible. Non, nous n'avons encore rien demandé, a dit ma mère en feignant l'innocence, comme si elle n'avait pas orchestré toute cette conversation. Vous allez me demander de l'argent. Plus précisément, mon héritage. La réponse est non. Kevin a finalement pris la parole, et je pouvais entendre le ton répété de ses mots. Quelqu'un l'avait coaché sur ce qu'il devait dire. Frérot, je sais que j'ai merdé. Je sais que tu me détestes en ce moment, et tu en as parfaitement le droit. Mais ce n'est plus à propos de nous. Il s'agit d'un bébé innocent. Notre nièce ou notre neveu. Tu ne veux pas qu'il ou elle ait un bon départ dans la vie? La manipulation était presque impressionnante par sa transparence. Faire porter la situation sur le bébé, pas sur ses choix. Faire de moi le méchant parce que je refuse de financer les conséquences de sa trahison. Faire appel à mon sens du devoir familial tout en ignorant complètement le fait qu'il a lui-même détruit notre relation. Donc, si je comprends bien, ai-je dit lentement en les regardant chacun à leur tour. Tu as couché avec ma petite amie, tu l'as mise enceinte,
Et maintenant tu veux que je te donne de l'argent que nos grands-parents nous ont laissé spécifiquement pour notre avenir, un argent que tu as déjà gaspillé une première fois en pick-up, voyage à Vegas et jet ski. C'était différent, protesta Kevin en me regardant enfin dans les yeux. J'étais jeune et stupide, j'ai fait de mauvais choix. Là, il s'agit de subvenir aux besoins de mon enfant. Je veux être un bon père, et ça veut dire lui offrir un foyer stable et une sécurité financière. Tu as 25 ans. Tu travailles dans la vente. Isabelle est hygiéniste dentaire. À vous deux, vous gagnez correctement votre vie. Débrouillez-vous comme tout le monde. La voix de ma mère est devenue plus dure, perdant son ton compatissant. Ne sois pas égoïste. Tes grands-parents auraient honte de ton attitude. Ils croyaient en la famille qui prend soin les uns des autres. Ça m'a touché exactement là où elle le voulait. Papy et mamie ont laissé cet argent pour que je construise mon avenir. Ils m'ont fait confiance pour l'utiliser intelligemment. Nulle part dans leur testament ou leur lettre il est écrit « Donnez cet argent à Kevin quand il prendra des décisions catastrophiques ». Mon père a tenté à nouveau l'approche raisonnable. Personne ne te demande de tout lui donner. Aide-les juste avec l'apport pour un logement. Peut-être 30 000 ou 40 000 $. Il t'en resterait largement assez. Ça signifierait beaucoup pour eux, et ça montrerait à Kevin que tu es prêt à faire passer la famille avant tout. Ça n'arrivera pas. Tu vas vraiment laisser l'enfant de ton frère grandir dans la difficulté juste parce que tu es en colère à cause d'une fille? La déception de ma mère était palpable, suspendue dans l'air comme de la fumée. C'est plus grand que tes sentiments blessés. Il s'agit d'une vie innocente. Je vais laisser Kevin assumer les conséquences naturelles de ses choix. Peut-être que ça lui apprendra quelque chose que ses parents n'ont pas su lui enseigner. La température dans la pièce a chuté d'au moins 20 degrés. On aurait presque pu voir le givre se former. Ça dépasse les bornes, dit mon père calmement, la mâchoire serrée. Ah oui? Parce que vous êtes assis là à essayer de me convaincre de renflouer votre enfant préféré après qu'il m'a trahi de la pire des manières. Vous ne m'avez même pas demandé comment j'allais. Vous n'avez pas reconnu que j'ai perdu une relation de 3 ans et un frère le même jour. Vous ne m'avez pas demandé si j'avais besoin d'aide pour déménager ou trouver un logement ou digérer ce qui s'est passé. Vous êtes directement passé à « Comment peut-on arranger ça pour Kevin ?» Comme toujours. Ma mère s'est levée, le visage rouge. Très bien. Sois égoïste. Garde ton précieux argent. Mais ne viens pas pleurer vers nous quand tu réaliseras que tu as détruit cette famille pour une question d'argent. Ce n'est pas moi qui ai détruit quoi que ce soit. Ils sont partis. Kevin ne m'a même pas regardé en sortant, il a simplement suivi nos parents comme un enfant à qui on avait dit que la conversation était terminée. Je suis resté longtemps assis dans mon appartement après leur départ, me demandant si j'étais déraisonnable, si peut-être ils avaient raison et que mes émotions brouillaient mon jugement. Puis je me suis souvenu du regard de Kevin quand je les ai surpris. Pas du remords. De la panique. Pas de la culpabilité pour ce qu'il avait fait, mais de la peur de ce que ça allait lui coûter. Il n'était pas désolé d'avoir couché avec Isabelle. Il était désolé que je l'ai découvert et que j'ai détruit l'arrangement qu'ils avaient. La campagne de harcèlement a commencé 2 jours plus tard, et elle était organisée d'une manière qui montrait clairement que ma famille avait recruté des renforts. Mon téléphone est devenu un champ de bataille. Des membres éloignés de la famille, que je connaissais à peine, m'appelaient pour me dire que j'étais sans cœur. Ma tante Catherine a laissé un message vocal en pleurant, disant que les familles doivent rester unies dans les bons comme dans les mauvais moments, que le sang est plus épais que l'eau, et qu'elle était déçue de la façon dont je gérais la situation. Mon oncle Jim m'a envoyé un long message sur le pardon chrétien et le fait de tendre l'autre joue, avec des versets de la Bible et tout. Les parents d'Isabelle se sont aussi mêlés de l'affaire, m'envoyant une lettre recommandée disant que j'avais une obligation morale d'aider leur fille et leur futur petit-enfant pendant cette période difficile. Apparemment, Kevin avait présenté toute l'histoire comme si j'étais rancunier et que je refusais de les aider par pure vengeance parce que je n'acceptais pas qu'ils soient tombés amoureux d'Isabelle. La lettre utilisait même l'expression « trouver le véritable amour », comme s'il s'agissait d'adolescents maudits par le destin, au lieu de 2 personnes ayant trahi quelqu'un qui les aimait tous les deux. Le récit qu'ils partageaient était clairement coordonné. J'étais l'ex-mère incapable d'accepter qu'Isabelle et Kevin aient trouvé le bonheur ensemble. J'utilisais mon héritage comme une arme pour les punir. Je faisais passer l'argent avant la famille. J'étais égoïste, froid, et je devais grandir et abandonner ma rancune. Aucun d'eux ne semblait intéressé par la véritable chronologie des faits. Aucun ne m'a demandé ma version. Ils ont tous simplement accepté celle de Kevin et d'Isabelle, et s'y sont tenus. J'ai commencé à tout documenter, capture d'écran des messages, enregistrement des messages vocaux, copie des emails et des lettres. J'ai créé un dossier sur mon ordinateur intitulé « Drame familial » et j'ai continué à y ajouter des éléments. Une partie de moi pensait que j'en aurais peut-être besoin un jour si la situation prenait une tournure juridique. Une autre partie avait simplement besoin de cette validation, voir leur mot noir sur blanc, la preuve que je n'imaginais pas cette campagne coordonnée pour me mettre la pression. Ma mère a essayé une autre approche, la culpabilisation indirecte. Elle a commencé à publier des statuts vagues sur Facebook, parlant de la difficulté quand les enfants abandonnent les valeurs familiales, de la façon dont l'argent change les gens, et disant qu'elle priait pour que certaines personnes retrouvent le chemin de la bonté et se souviennent de ce qui compte vraiment dans la vie. Les commentaires étaient prévisibles.
Ses amis lui apportaient leur soutien, demandaient ce qui s'était passé, et elle répondait avec des phrases soigneusement formulées qui faisaient de moi le méchant sans jamais mentionner mon nom. Certaines personnes se perdent quand elles héritent d'argent, écrivait-elle. Elles oublient que la famille est éternelle et que les biens matériels sont temporaires. Je suis brisé, mais j'espère encore qu'elles se souviendront de ce que leurs grands-parents auraient voulu. J'ai fait des captures d'écran de ça aussi. L'agressivité passive était presque impressionnante. Par des amis communs, j'ai appris que Kevin et Isabelle avaient emménagé chez mes parents. La maison était devenue trop chère sans mon revenu pour couvrir la majorité des dépenses. Isabelle avait avoué à notre amie commune Jenna qu'elle ne pouvait pas payer seule les $1 400 de loyer, et Kevin avait déjà du mal à payer le sien. Il dormait donc dans l'ancienne chambre de Kevin, avec le poster Star Wars toujours au mur, en économisant pour leur propre logement. Économiser, ce qui signifiait apparemment attendre que je craque sous la pression et que je leur donne de l'argent. 4 mois après le début de ce cauchemar, j'ai reçu un appel de mon père. Sa voix était fatiguée comme je ne l'avais jamais entendue, sans son autorité habituelle. Ta mère a dû prendre des heures supplémentaires à l'hôpital, dit-il sans préambule. Kevin ne peut pas faire d'heures supplémentaires parce qu'Isabelle a besoin d'aide pour sa grossesse. Les nausées sont fortes, et elle ne peut pas rester seule. Nous soutenons 2 adultes supplémentaires et nous nous préparons à l'arrivée d'un bébé. Ce n'est pas tenable. Ça a l'air difficile. Ne sois pas comme ça. Je te parle d'homme à homme. Reconsidère l'idée de nous aider. Pas pour Kevin, pour tes parents qui souffrent parce que nous essayons de maintenir cette famille unie. Vous avez choisi de les accueillir. Vous avez choisi d'encourager cette situation au lieu de les obliger à se débrouiller seuls. Qu'est-ce qu'on était censé faire? Les laisser sans abri? Laisser notre petit enfant naître dans l'instabilité? Ce sont des adultes avec un emploi. Il y a des logements dans cette ville qu'ils peuvent se permettre. Ils ne veulent juste pas vivre selon leurs moyens. Ils veulent le style de vie que mon héritage pourrait leur offrir, et vous m'aidez à me mettre la pression pour le financer. Quand es-tu devenu si froid? Ce n'est pas le fils que nous avons élevé. La question est restée suspendue dans l'air. Quand suis-je devenu froid? Peut-être quand j'ai surpris mon frère avec ma petite amie. Peut-être quand mes parents ont immédiatement privilégié son confort plutôt que ma douleur. Peut-être quand toute ma famille a décidé que ma souffrance comptait moins que leur commodité. Peut-être quand j'ai compris qu'être, le fiable, signifiait être celui dont tout le monde attend des sacrifices. Je ne suis pas froid, papa. Je refuse simplement de me consumer pour réchauffer les autres. Papy et mamie ont laissé cet argent pour sécuriser mon avenir, pas pour réparer les erreurs de Kevin. Il a raccroché sans dire au revoir. Le point de rupture est arrivé à Thanksgiving. J'avais prévu de ne pas y aller du tout. Passer la journée seul dans mon appartement, avec des plats à emporter et du football. Éviter le drame. Maintenir mes limites. Protéger ma paix. Mais ma mère m'a appelé 3 jours avant et m'a supplié de venir. Sa voix avait une tonalité que je n'avais jamais entendue auparavant. Pas en colère. Pas manipulatrice. Juste, sincèrement triste. S'il te plaît, dit-elle. Ça fait des mois. Nous sommes une famille. Je sais que c'est compliqué, mais c'est Thanksgiving. Essayons de dépasser tout ça, ne serait-ce qu'une journée. Quelque chose dans sa voix m'a fait accepter. Peut-être que j'espérais des excuses. Peut-être que l'idée de la famille me manquait, même si la réalité était devenue toxique. Peut-être que je pensais que suffisamment de temps avait passé pour qu'on puisse partager un repas civilisé sans parler d'héritage. Je suis arrivé chez mes parents à 14h avec une tarte à la citrouille achetée au supermarché, m'attendant à une ambiance tendue mais espérant un minimum de cordialité. Peut-être quelques banalités sur le travail et la météo, éviter le sujet évident pendant quelques heures en faisant semblant que tout était normal. L'embuscade a été immédiate et soigneusement organisée. Je suis entré dans le salon et j'ai trouvé non seulement mes parents et Kevin, mais aussi Isabelle, assise avec la main posée sur son ventre déjà bien visible, les 2 couples de grands-parents, ma tante Catherine et mon oncle Jim, ainsi que 2 amis de la famille que je connaissais depuis l'enfance. Tous me regardaient comme si je venais d'entrer dans une intervention, ce qui était probablement le cas. La mise en scène ressemblait à une scène de série télé, un demi-cercle de chaises toutes tournées vers un fauteuil unique clairement destiné à moi. Quelqu'un avait même installé un coin café et une assiette de biscuits, comme si c'était une retraite d'entreprise. Alors attends une seconde, c'est moi, là. Ils ont installé des chaises. En demi-cercle. Face à un seul fauteuil. Comme un tribunal. Comme une intervention d'entreprise. Et ensuite, et c'est ça le pire, ils ont mis un coin café et une assiette de biscuits. Des biscuits. Comme si c'était une réunion familiale chaleureuse et pas une opération psychologique coordonnée pour pousser une seule personne à céder son héritage. Quelqu'un s'est assis et a planifié tout ça. Quelqu'un a appelé tout le monde, assigné des rôles, décidé qui parlerait en premier, qui ferait l'appel à l'émotion, qui sortirait les versets bibliques, qui pleurerait. Ils ont répété. Tout était répété. Et réfléchi une seconde à la liste des invités. Les 2 couples de grands-parents. La tante. L'oncle. Des amis de la famille qu'il connaît depuis l'enfance. Isabelle assise là, la main sur son ventre de femme enceinte, comme un accessoire dans un film. Tous en train de le fixer dès qu'il passe la porte. Lui, il arrive avec une tarte à la citrouille, en espérant un dîner de Thanksgiving civilisé.
Et il se retrouve dans un procès où il est déjà l'accusé. Et la vérité la plus dérangeante dans tout ça? Pas une seule personne dans cette pièce, pas une, n'a commencé par « Et, comment tu vas, toi, ces derniers temps ?» Pas une seule personne n'a reconnu sa douleur avant de lui demander son argent. Ce n'est pas une intervention familiale. C'est juste de la culpabilisation organisée. Maintenant, revenons à l'auteur du post. Ma mère s'est levée en lissant son pull. Merci d'être venu. Nous sommes tous ici parce que nous t'aimons et que nous nous inquiétons des choix que tu fais. J'aurais dû partir à ce moment-là. Me retourner, sortir, rentrer directement chez moi. Au lieu de ça, je me suis assis dans le fauteuil qui m'était destiné, le plus éloigné de tout le monde, et j'ai dit « Je vous écoute ». Ce qui a suivi a été 90 minutes de la culpabilisation la plus coordonnée que j'ai jamais vécue. Chacun a pris la parole à tour de rôle pour expliquer pourquoi je devais donner de l'argent à Kevin et Isabelle, comme s'ils s'étaient répartis les arguments à l'avance. Ma grand-mère a parlé de la famille qui est éternelle et des rancunes qui sont temporaires, de la façon dont elle et mon grand-père avaient aidé leurs frères et sœurs dans les moments difficiles sans jamais tenir de compte. Mon grand-père a raconté comment il avait prêté de l'argent à son frère pour lancer une entreprise dans les années 1970, et comment tout s'était bien terminé, renforçant la famille. Ma tante Catherine a partagé une histoire sur le pardon envers sa sœur, que je n'ai pas vraiment suivie. Mon oncle Jim a cité des versets de la Bible sur la générosité et le fait d'accumuler des trésors au ciel plutôt que sur terre. Puis Kevin s'est levé, Isabelle à ses côtés, les mains toujours posées sur son ventre dans ce geste universel des femmes enceintes. « Je sais que j'ai merdé », dit Kevin, et sa voix trembla réellement d'émotion. « Je sais que je t'ai fait du mal d'une manière peut-être impardonnable. J'ai trahi ta confiance. J'ai détruit notre relation, et je comprends si tu ne veux plus jamais me parler. Mais ça. » Il désigna le ventre d'Isabelle, « c'est innocent. Ce bébé n'a pas demandé à naître dans des circonstances compliquées. Cet enfant fait aussi partie de ta famille, ton neveu ou ta nièce. Tu ne veux pas qu'il ou elle ait une bonne vie, un foyer stable, les mêmes opportunités que nous avons eues en grandissant. » Les yeux d'Isabelle étaient rouges d'avoir pleuré, ou peut-être d'avoir répété la scène, difficile à dire. « Je n'ai jamais voulu que tout ça arrive, dit-elle d'une voix faible. Kevin et moi n'avions pas prévu de tomber amoureux. C'est arrivé. Et je sais que ça n'excuse pas ce que nous t'avons fait. Mais on ne peut pas changer le passé. On peut seulement essayer de faire ce qui est juste pour ce bébé. Et en ce moment, on a besoin d'aide. Un endroit pour élever notre enfant, un minimum de stabilité. On ne demande pas le luxe, juste une base pour construire. » La pièce est devenue silencieuse. Tout le monde me regardait, attendant que je cède sous le poids collectif de leurs attentes. Je pouvais presque le sentir m'écraser. Les suppositions, le jugement, la certitude que je finirais par céder, parce que c'est ce que fait celui qui est fiable. Je me suis levé. « J'ai une question pour vous tous », ai-je dit calmement en regardant chaque visage. Combien d'entre vous m'ont demandé comment j'allais après que j'ai découvert Kevin et Isabelle? Combien ont vérifié si j'avais besoin de soutien, d'un endroit où rester, ou simplement de quelqu'un à qui parler? Silence. Quelques personnes ont baissé les yeux. Voilà ce dont je me souviens. J'ai surpris mon frère en train de tromper avec ma petite amie, dans mon lit, dans ma maison que je payais. J'ai déménagé en 2 semaines, recommencé à zéro, reconstruit toute ma vie. Et pas une seule personne dans cette pièce ne m'a contacté pour savoir si j'allais bien. Pas une seule personne n'a reconnu que, peut-être, juste peut-être, j'étais la victime dans cette histoire. Ma mère a ouvert la bouche. J'ai levé la main pour l'arrêter. À la place, en quelques semaines, vous vous êtes tous mobilisés autour de Kevin et Isabelle. Vous vous êtes assurés qu'ils aient un endroit où vivre. Vous les avez aidés à préparer leur avenir. Vous m'avez demandé de l'argent pour leur faciliter la vie. Vous m'avez dit que j'étais égoïste de ne pas leur pardonner immédiatement et d'ouvrir mon portefeuille. Et maintenant, vous avez orchestré tout ça. J'ai désigné la pièce, pour me faire pression afin que je finance leur choix. Il ne s'agit pas de prendre parti, dit mon père. Il s'agit d'être une famille. Tu as raison. Ce n'est pas une question de camp. C'est une question de responsabilité. Kevin a fait un choix. Isabelle a fait un choix. Ces choix ont des conséquences. Et je ne suis pas responsable de gérer ces conséquences. J'ai regardé Kevin droit dans les yeux. Tu as reçu 170 000 $ de papy et mamie, comme moi. Tu as tout dépensé en gadgets, en voyages et en plaisirs temporaires. Ce n'est pas ma faute. Ce n'est pas mon problème. Et ce n'est certainement pas ma responsabilité de te donner plus d'argent parce que tu as gâché ta chance. Puis je me suis tourné vers mes parents. Vous m'avez appris à être responsable avec l'argent. À planifier l'avenir. À respecter les sacrifices de papy et mamie. J'ai fait exactement ça. Et maintenant, vous me punissez pour ça. Parce que Kevin ne l'a pas fait. Vous me demandez de subventionner ses erreurs pendant qu'il ne subit aucune conséquence de ses choix. Ma grand-mère s'est mise à pleurer. Ma mère avait l'air comme si je venais de la gifler. J'ai pris la tarte que j'avais achetée, hors de question de la laisser, et je me suis dirigé vers la porte. Si tu pars maintenant, tu n'es plus le bienvenu ici, dit mon père d'une voix dure. Je me suis arrêté et je me suis retourné. L'ultimatum flottait dans l'air comme une chose tangible. Vous êtes sérieux? Vous me donnez un ultimatum? Donner mon héritage ou perdre ma famille?
Nous te demandons de faire partie de cette famille. Et ça signifie se soutenir les uns les autres. C'est ce que fait une famille. Se soutenir? Absolument. Encourager des comportements destructeurs et de mauvaises décisions. Non. Il y a une différence. Et vous avez cessé de la voir depuis longtemps. Peut-être parce qu'il est plus facile de me faire pression que de tenir Kevin responsable. Je suis parti. Je suis resté assis dans ma voiture, devant leur maison, pendant 5 bonnes minutes avant de partir. J'attendais de voir si quelqu'un allait venir me rejoindre. J'attendais que quelqu'un frappe à ma fenêtre et me dise qu'il comprenait. Que j'avais raison. Qu'ils étaient désolés. Personne ne l'a fait. Les mois suivants ont été calmes, d'une manière à la fois paisible et solitaire. J'ai bloqué la plupart des membres de ma famille sur les réseaux sociaux, arrêté de répondre aux numéros inconnus, et me suis concentré sur la reconstruction de ma vie. Le travail se passait bien. J'avais obtenu une promotion au poste de comptable senior avec une augmentation de 15%, en partie parce que je travaillais davantage sans la distraction d'une relation dysfonctionnelle. Je me suis mis à aller régulièrement à la salle de sport et j'ai commencé à avoir de vrais résultats. J'ai pris goût à la cuisine, puisque je mangeais seul la plupart des soirs de toute façon, en suivant un livre de recettes simples qui ne nécessitait pas de cuisiner pour 2 personnes. J'ai repris contact avec des amis que j'avais négligés pendant ma relation avec Isabelle, des amis de l'université toujours partants pour aller boire un verre ou regarder un match sans aucun drame. J'ai appris par un ami commun qu'Isabelle avait donné naissance à une petite fille début février. Ils lui ont donné un prénom que j'ai déjà oublié, un de ces prénoms à la mode qui semble venir tout droit d'un site de prénoms. Kevin a publié des photos sur Facebook que je n'ai pas regardées, mais les gens m'en ont parlé quand même. Apparemment, elle avait ses yeux à lui et les cheveux d'Isabelle, et tout le monde la trouvait magnifique. Mes parents m'ont envoyé une carte annonçant la naissance, avec un mot écrit à la main par ma mère, dans son écriture soignée. Ta nièce est magnifique. Elle mérite de connaître son oncle. S'il te plaît, reconsidère ta position. La vie est trop courte pour ce genre de division dans une famille. Je n'ai pas répondu. En avril, ma mère s'est présentée chez moi sans prévenir. J'ai ouvert la porte vers 19h un mardi et je l'ai trouvée là, l'air épuisé d'une manière qui m'a inquiété malgré tout. Tu vas bien, ai-je demandé. Est-ce que je peux entrer? Nous nous sommes assis à la table de ma cuisine. Elle a regardé autour d'elle, les nouveaux meubles que j'avais accumulés petit à petit, les plantes que je réussissais enfin à garder en vie, les cadres au mur, tous les signes d'une vie que j'avais reconstruite sans eux. Tu t'en es bien sorti, dit-elle doucement. Je me débrouille. Je sais. Elle a joint ses mains sur la table, les observant. J'ai beaucoup réfléchi à Thanksgiving, à ce que tu as dit. J'ai attendu, sans lui donner de prise. Tu avais raison. Nous n'avons pas pris de tes nouvelles. Nous étions tellement concentrés sur la gestion de la situation avec Kevin et Isabelle que nous avons oublié que toi aussi tu souffres. Elle a levé les yeux vers moi, et pour la première fois, j'ai vu un vrai regret dans son regard. Je suis désolé pour ça. Une mère devrait prendre soin de tous ses enfants de la même manière, surtout quand l'un d'eux souffre, et je t'ai laissé tomber. C'était la première véritable excuse que je recevais de qui que ce soit. J'apprécie. Mais je te demande quand même de reconsidérer. Pas pour l'argent, pour la famille. Ta nièce devrait connaître son oncle. Kevin veut se racheter, même s'il ne sait pas comment le dire. Les choses sont difficiles en ce moment, et nous aurions tous besoin. Maman, arrête. Elle s'est tue. J'accepte tes excuses pour ne pas avoir pris de mes nouvelles. Ça compte, et j'apprécie que tu l'aies dit. Mais je ne reviendrai pas. Pas dans une dynamique familiale où les erreurs de Kevin sont gérées et les miennes jugées. Pas dans une situation où on attend de moi que je me sacrifie pour le confort des autres. J'ai essayé pendant 28 ans, et ça ne m'a fait que du mal. Donc tu vas nous couper complètement? Ne jamais voir ta nièce? Ne plus jamais parler à ton frère? Je vais me protéger et préserver ma paix. Si ça ressemble à une coupure, alors oui, c'est ce que je fais. Elle s'est levée pour partir. À la porte, elle s'est retournée une dernière fois. Ton père est déçu. Il attendait mieux de toi. L'ancien moi aurait ressenti ça comme un coup de couteau. Le nouveau moi a simplement haussé les épaules. Papa est déçu de moi depuis que je ne suis pas Kevin. Je peux vivre avec ça. Ce n'est pas juste. Ils vous aiment tous les deux de la même façon. Rien de ce qui s'est passé cette année n'est juste non plus. Mais nous y sommes, à faire face à des situations injustes et à choisir comment avancer. Elle est partie. Je ne l'ai pas revue depuis ce jour, même si elle m'envoie encore des cartes pour mon anniversaire et Noël, avec de petits mots espérant que je vais bien. Cela fait maintenant 8 mois depuis cette conversation. La vie est étonnamment paisible, d'une manière à laquelle je ne m'attendais pas. J'ai entendu dire que Kevin et Isabelle avaient finalement emménagé dans leur propre appartement en juillet, un 2 pièces dans un quartier difficile où ils ont obtenu un loyer avantageux, mais c'est chez eux. Mes parents les aident toujours avec la garde du bébé plusieurs jours par semaine, et probablement aussi financièrement, mais c'est leur choix. Ils continuent d'encourager les mêmes comportements qui ont amené Kevin là où il en est, mais je ne suis pas responsable de leur apprendre cette leçon. Alors ma famille YouTube, voici mon avis sur cette histoire. Franchement, je vais être honnête. Quand j'ai commencé à lire, une partie de moi attendait le moment où notre gars ferait aussi quelque chose de mal. Genre, il n'est sûrement pas parfait, non. Mais en fait, non. Il n'est tout simplement pas le méchant ici.
Pas du tout. Kevin a gaspillé 170 000 $, de l'argent que leurs grands-parents ont littéralement sacrifié toute leur vie pour laisser derrière eux, dans un camion, des voyages à Vegas et un jet ski qu'il a utilisé 2 fois. Puis il a couché avec la copine de son frère. Dans la maison de son frère. Dans le lit de son frère. Et somehow, c'est lui qui reçoit le plus de soutien de la famille. Rien que ça en dit long sur la dynamique de cette famille. Et Isabelle, franchement, le culot de ses messages. Tu travailles trop. Kevin, lui, s'est profité de l'instant. Sérieusement? Tu préparais tout ça pendant qu'il payait ton loyer. Ce n'est pas une histoire d'amour, c'est juste pratique. Mais honnêtement, les parents, c'est la partie la plus frustrante pour moi. Parce que Kevin n'est pas devenu comme ça par hasard. Il est devenu comme ça parce que chaque erreur dans sa vie a été minimisée, excusée, puis finalement payée par quelqu'un d'autre. D'abord ses parents, et maintenant il voulait que son frère continue la tradition. Et quand leur fils a enfin dit stop, quand il a refusé d'être le distributeur automatique de la famille, ils l'ont traité de froid. Ils lui ont posé un ultimatum. La leçon ici, c'est quelque chose que beaucoup de gens ont besoin d'entendre, être quelqu'un de fiable ne veut pas dire être responsable du chaos des autres. Il y a une différence entre soutenir sa famille et servir de filet de sécurité financier à des personnes qui ne font jamais face aux conséquences. L'un aide à grandir. L'autre ne fait que retarder la chute. Il a protégé sa paix. Il a protégé l'héritage de ses grands-parents. Et oui, ça lui a coûté des relations, mais ces relations lui coûtaient déjà tout. Parfois, la chose la plus bienveillante que tu puisses faire pour toi-même, c'est simplement arrêter de te brûler pour réchauffer les autres. Voilà. C'est ça, la leçon. Alors les amis, qu'est-ce que vous en pensez? Dites-moi ça en commentaire. Et merci d'avoir été avec moi sur Histoire Reddit. N'oubliez pas de liker et de vous abonner. On se retrouve dans la prochaine.